Donc on continue avec nos glandes cortico-surrénales, les corticostéroïdes et les récepteurs. On va voir qu'on c'est ce triplet-là qui vont avoir des impacts et des boucles de rétrocontrôle avec notamment le système central, avec le cerveau, etc. C'est important de replacer vraiment les glandes surrénales et leurs sécrétions avec leur interaction avec le cerveau, avec le système nerveux central, quand on va pouvoir le voir. Sinon, on est toujours en train de limiter et de séparer notre pensée entre d'un côté le système hormonal et d'un autre côté le système nerveux. D'un côté ce qui se balade dans le sang et de l'autre le cerveau, le système nerveux central, comme s'il y aurait une hiérarchie, comme s'il y aurait aucune relation et interdépendance entre les deux. Alors qu'on va voir justement que dès les années 50, et jusqu'aux années 2000, comme on va le voir, on sait déjà que c'est faux. On sait déjà qu'il y a des interdépendances. Donc les recherches sur l'axe de l'hypothalamus, la glande hypophyse et le complexe surrénalien donc du cortisol, donc l'hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien, donc on a vraiment cet axe, tac tac tac, hypothalamus, hypophyse, glande surrénale, souvent appelé l'axe neuro-hormonal du stress, donc rien que dans le nom, on sent bien que c'est à la fois le système nerveux et à la fois le système hormonal qui fait la réponse de stress par rapport à un stresseur externe ou interne, mais en tout cas il y a un stresseur et la réponse va être neuro-hormonale. C'est pour ça que rien que dire la réponse du stress c'est le cortisol, rien que là on sait qu'on a faux. Hein, et malheureusement c'est souvent limité à ça dans la littérature actuelle. Cet axe, dans les années 50-70, avait subi un reflux, en particulier après la découverte en 1949 de l'action thérapeutique anti-inflammatoire de la cortisone, ou cortisol, l'hormone corticostéroïde majeure chez l'homme. Donc c'est-à-dire que vraiment en 1949, comme on a trouvé cette molécule, le cortisol, ou la molécule de synthèse, la cortisone, et qu'on a vu ces actions anti-inflammatoires, on s'est dit, ah bah c'est ça. C'est ça qui permet de lutter contre le stress. En grosso modo, on a fait le raccourci, on dit c'est le cortisol a une action moléculaire, donc c'est lui qu'il faut, c'est le point de départ et c'est le point d'arrivée du stress, quoi. C'est lui qu'il faut arriver à gérer. Une fois qu'on aura géré ça, on n'a pas besoin de se soucier de l'entièreté de la chose. Il était difficile de comprendre comment une hormone, aux effets thérapeutiques si nombreux, donc c'est vrai que voilà, il y a plus de 200 affections, avec des affections donc positives du cortisol, pouvaient être l'agent délétère du stress. Donc d'un côté, ça fait du bien, on en a besoin, c'est bon pour le corps, et d'un autre côté, c'est le foutoir. D'un autre côté, quand il y en a trop, stress chronique, et là tout d'un coup, baisse de l'immunité, etc. Donc on n'arrivait pas à comprendre ça. Cependant, au cours des années, de nombreux arguments militaient pour une action centrale. Donc, dans central, il faut comprendre système nerveux central, des corticoïdes. Okay, en particulier pour un contrôle rétroactif négatif de ces hormones sur les mécanismes déclenchés par le CNH au niveau hypophysaire, hypothalamique et limbique. C'est-à-dire, on sécrète du cortisol face à un stresseur, et en fait ce cortisol va avoir un rétrocontrôle négatif sur ce qu'il a déclenché en premier lieu. C'est-à-dire les précurseurs du cortisol, on a vu, c'est le CRH, la CTH, tout ça. Et le fait de sécréter du cortisol, on s'est rendu compte dans ces années-là, c'est relativement récent finalement, que quand on en sécrète, ça va stopper le processus, ça va remonter en haut et va dire stop, c'est bon, on en a assez. Et ça va agir à quel niveau? Au niveau de l'hypothalamus, au niveau de l'hypophyse et au niveau du système limbique. Okay. Les approches cellulaires et moléculaires, donc vraiment les trucs qui regardaient que par le bout de la lorgnette, que la conclusion de l'histoire, qui ne voyaient pas ces boucles de rétrocontrôle, qui regardaient juste comment ça se passait au niveau de la cellule. Ils voyaient le cortisol arriver, l'effet que ça produisait au niveau de la cellule, et les théories s'arrêtaient là. On ne voyait pas l'entièreté de la boucle. Les approches cellulaires et moléculaires, dominantes à partir des années 80, ont permis de compléter, avec les découvertes concernant le CRH, une conception intégrée, centrale, périphérique de la neuroendocrinologie du stress. C'est-à-dire qu'on a pris ces approches moléculaires, qui sont toujours autant pertinentes, puisque maintenant on a la technologie pour voir comment ça fait à l'intérieur de la cellule, tout ça. On y a ajouté notre compréhension entière du système, et ça nous a donné la conception intégrée
central et périphérique, c'est-à-dire système nerveux central, mais aussi ce qui se passe à la périphérie, en dehors de l'encéphale et la moelle épinière, d'une gestion en fait, de la réponse du stress, hein, le stress en tant que tel, vu non plus comme un truc uniquement hormonal ou uniquement nerveux, mais les deux à la fois, neuro-endocrinologiques. Il y a 2 types de récepteurs qui ont été identifiés dans le cerveau. Les récepteurs aux minéralocorticoïdes, ça je vous les ai mis en dessous, les MRS, je vous ai mis un rappel, les minéralocorticoïdes, donc minéral, on entend bien minéral, pourquoi? Parce que c'est pour retenir les minéraux, pour retenir les électrolytes. Et ça on sait que c'est l'aldostérone en particulier, donc une hormone stéroïde, qui a une action sur le métabolisme hydrosodique. On retient via le rein, on retient le Na+, on retient le sodium, et ce qui fait qu'on garde les fluides, donc les autres minéraux qui se baladent dans les fluides également. Donc ça, les récepteurs aux minéralocorticoïdes, donc essentiellement l'aldostérone, qui se lient à l'hormone cortisol avec une haute affinité, sont trouvés en particulier dans le système limbique, okay, le vieux système limbique. Et les récepteurs pour les glucocorticoïdes, qui se lient avec une basse affinité, et sont représentés d'une manière ubiquitaire. Okay. Toutefois, les 2 récepteurs existent dans l'hippocampe, donc cette structure vraiment qui sert à la mémoire, essentiellement. Et la mémoire, on dit de travail, la mémoire de court terme. À l'état basal, donc quand il se passe normalement rien. Vous savez, le système nerveux, par défaut, normalement, état de base, pas de perturbation, etc. Les récepteurs minéralocorticoïdes, les MRS, ils sont occupés. À l'état de base, ils sont occupés. C'est ça qui est intéressant, c'est que même quand il ne se passe rien, la place est prise, quoi. Alors que les niveaux des hormones sont bas. Il ne se passe rien, on est dans un état normal, donc les niveaux d'hormones sont relativement bas, et bien les récepteurs, les boîtes aux lettres de ces hormones-là, les boîtes aux lettres sont pleines, déjà. En contrepartie, de l'autre côté, les GRS, donc les récepteurs à glucocorticoïdes, sont juste, eux, par contre, partiellement occupés. D'accord ? Mais là, rentre un stresseur. Là, tout d'un coup, l'organisme, il rencontre un stresseur externe. Sous l'effet des stresseurs et des sécrétions pulsatiles des corticostéroïdes, les GRS, donc les récepteurs glucocorticoïdes, les récepteurs de cortisol, quoi, deviennent pleinement occupés. Tout d'un coup, tout le monde est occupé. Okay, tout le monde se fait remplir, toutes les boîtes aux lettres se font remplir de cortisol, okay, au niveau central, au niveau de l'hippocampe. Ainsi, l'activation des MRS garantit un niveau basal stable d'activation. L'homéostasie et l'activation des GRS provoquent une activation neuronale intense en relation avec la nécessité adaptative. Donc, le fait que les GRS soient pleinement saturés dans une situation basale, ça nous permet d'avoir donc l'homéostasie, tout simplement, l'équilibre garanti. Okay, donc voilà, ça fluctue un peu, mais on garde à peu près l'équilibre. Et par contre, en période de stress, le cortisol se fixe sur ces récepteurs-là, qui sont libres, et là, on va avoir l'adaptation, qui va être permise, donc, activation neuronale intense, en relation avec la nécessité adaptative. Il faut s'adapter, le cortisol joue son rôle en se fixant sur ces récepteurs-là pour agir, pour que le corps s'active. Les récepteurs, donc, à la fois les MRS et les GRS, sont intracellulaires dans la cellule, et non pas, ce ne sont pas des récepteurs membranaires. C'est pour ceux qui veulent vraiment les détails. Encore une fois, pas besoin de tout retenir, vous le savez bien, l'important c'est de comprendre la structure de tout ça et de démystifier tout ce qui se passe et tout ce qui se dit autour des hormones et notamment du cortisol. Le cortisol se lie au récepteur. Le complexe hormone-récepteur est transporté vers le noyau pour se lier, sous forme de dimères au sein de l'ADN à des éléments de réponse spécifiques et ainsi affecter les taux de transcription des gènes répondant aux hormones. Bon, ça c'est simple, c'est que l'hormone récepteur, ce couple-là, il est transporté vers le noyau de la cellule, comme sur le schéma qu'on voit ici, et des gènes
vont s'exprimer, vont pouvoir s'exprimer grâce à ça, la transcription des gènes répondant aux hormones. Donc là, vous avez les boucles de rétroaction, on voit bien le cortisol qui se fixe à son récepteur qui est couleur orange. Tout ce complexe-là va venir à l'intérieur du noyau activer la transcription de certains gènes et donc la création de l'inhibition de l'inflammation, la création de nouvelles hormones, peu importe. Les récepteurs activés peuvent bloquer ou stimuler l'activité d'autres facteurs de transcription par des interactions protéine-protéine, résultant soit en une désensibilisation, soit en une hyperactivation de ces facteurs. C'est pour ça que, selon l'état de la personne, son terrain, comme on dit, selon son histoire, par rapport à un stresseur, est-ce que ce stresseur il est là depuis 10 jours, ou est-ce qu'il vient juste d'arriver ? Ça va tout changer. Parce qu'on peut avoir soit une désensibilisation, soit une hyperactivation de ces facteurs. Les réponses peuvent être tout autres avec la même molécule. Là, ce qui va vraiment être déterminant, ça va être encore une fois l'épigénétique. Ça va être encore une fois l'environnement de la personne et son histoire. On ne peut pas découpler, on ne peut pas étudier un organisme sans s'intéresser à son histoire. Et donc là, ça va vraiment être ça, et c'est pour ça qu'on va avoir, sous l'effet d'un stress, des personnes qui vont réagir d'une manière ou d'une autre. L'effet d'un stresseur, il faut que je me reprenne. Sous l'effet d'un stresseur, vous allez avoir des personnes qui vont avoir une réaction qui va être presque totalement opposée à celle d'une autre personne. Mais ils n'ont pas les mêmes histoires de vie. Peut-être qu'il y a une personne qui est zen au possible et tout va bien dans sa vie. L'autre, par contre, ça fait des années qu'elle est au bout du rouleau. Vous leur proposez le même stresseur, la réponse de stress à l'intérieur de l'organisme va être tout autre. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Il en est ainsi pour des transmissions relevant de facteurs immunitaires, donc l'immunité aussi participe à cette réaction de stress. Les changements de l'activité transcriptionnelle induite par les liaisons des récepteurs au cortisol sur les sites donc des glucos et des minéralocorticoïdes affectent en retour les diverses conductances dans la membrane du neurone. Donc là, on voit, c'est intéressant, c'est que ces hormones, quand elles se fixent, cortisol, aldostérone, tout ça, quand elles se fixent sur les récepteurs du neurone, entre autres, la conduction nerveuse, l'électricité qui passe dans le neurone, ça aussi c'est affecté. Ça aussi ça change. La vitesse à laquelle ça passe, par exemple. Il en résulte des modifications au niveau des transmissions couplées aux protéines G, donc ça c'est plutôt du côté endocrinologique, aux divers canaux ioniques, donc ça c'est au niveau du neurone. Vous savez, les canaux ioniques, c'est là où les ions peuvent rentrer, calcium, potassium, dans le neurone pour que le neurone décharge, et aux récepteurs ionotropiques. Bon, c'est des parties techniques, mais on comprend bien l'idée. Okay, gardez l'idée, la structure de tout ça et ce qu'on essaie d'exprimer comme façon de voir des choses. La chronologie des événements en réponse aux stresseurs. Ça va être intéressant parce que depuis que c'est étudié tout ça, depuis des dizaines d'années, on s'intéresse à dans quel ordre ça se produit tout ça. La chronologie des événements lors d'un stress aigu et isolé. Alors là, déjà, il faut vraiment retenir que c'est un stress aigu et isolé. Très difficile à reproduire, en fait, en laboratoire. Qu'est-ce que c'est aigu et qu'est-ce que c'est isolé ? Isolé de quoi ? Comment on arrive à isoler ? Est-ce qu'on est vraiment toujours isolé de l'environnement ? Normalement, si vous suivez la philosophie du CNH, vous savez que non. Rien que le fait de mettre des individus pour une expérience dans une salle qu'ils ne connaissent pas, qui est toute blanche, qui fait un peu laboratoire, ça c'est un stress aussi, la réaction du corps va pas être la même, donc très difficile, mais bon. Donc, la chronologie des événements, lors d'un stress aigu et isolé, en réponse à un événement perçu et analysé à un instant T, permet de comprendre le rôle respectif des différentes hormones. Dès la réception de l'événement et l'évaluation de son caractère potentiellement menaçant ou dangereux, ça on sait que ça se passe beaucoup au niveau de l'amygdale, des amygdales, ces structures dans le cerveau. Dès qu'il y a une détection de danger, les transmissions catécholaminergiques, catécholamine, vous vous souvenez, adrénaline, noradrénaline, et CRH, donc précurseurs du cortisol, sont mises en jeu. Dès la détection du danger, on a l'impression qu'une situation est dangereuse, même si on ne s'est pas fait encore crier dessus, même si on n'a pas mis encore la main dans le feu, si on détecte le danger,
Ça, c'est déjà enclenché. Suivi par la CTH, évidemment, et les autres hormones hypophysaires, dont le glucagon, les gonadotropines, sont inhibés. Donc, ce qui nous permet de nous reproduire, les facteurs de croissance, hein, qui sont ce qui va donner FSH et LH, c'est les précurseurs de testostérone, œstrogène, progestérone, etc. Nos hormones de croissance sexuelles sont inhibées en présence de danger. Une détection de danger. Une détection de danger, pas en présence de danger. Là, c'est important de faire le distinguo. Si vous pensez que la situation est dangereuse, tout votre système va faire en sorte que vous ne puissiez pas vous reproduire, ni développer du nouveau tissu. C'est contre l'anabolisme et contre le fait de perpétuer la vie et l'espèce. Ouais, parce qu'il y a un danger. Mais ce danger-là, il est arbitraire. C'est vous qui dites, ça c'est une situation dangereuse. Peut-être qu'une personne à côté ne trouve pas que la situation est dangereuse. Donc l'histoire qu'on se raconte dans la tête, vous voyez à quel point ça influence tout ça. Donc, situation dangereuse, ça inhibe les gonadotropines. Ce n'est que plusieurs minutes plus tard que les corticostéroïdes sont libérés. Les corticostéroïdes, donc le cortisol, c'est plusieurs minutes après tout ça. Plusieurs minutes, c'est long, hein, plusieurs minutes, dans une détection de danger. Parallèlement, la libération des stéroïdes sexuels est inhibée, donc ça je viens de le dire. Cependant, si les récepteurs spécifiques et les tissus répondent quasi immédiatement aux catécholamines, donc c'est vrai que noradrénaline, adrénaline, la réponse est très très vite, hein, boum. Suivi de peu au CRH, il faut attendre quelques minutes pour que les... pardon, là c'est pas OCH, c'est du CRH, boum. Il faut attendre quelques minutes pour que les effets physiologiques de la CTH, des opiacés, des gonadotropines, puis de la prolactine, du glucagon et de l'hormone de croissance, aient lieu. Puis, une demi-heure à 1 heure plus tard, voire beaucoup plus, parfois des jours, pour que le cortisol et les hormones sexuelles affectent les tissus des organes cibles. Donc, on voit à quel point c'est tout ce qui vient après, les gonadotropines, les opiacés, etc., la prolactine, le glucagon, l'hormone de croissance. Il faut attendre quelques minutes encore. Ce qui veut dire qu'on peut faire directement un lien avec les pratiquants de musculation, savent très bien ça, de sport en général. C'est que on a une fenêtre anabolique après la phase de stress. Typiquement, c'est notre hormèse. On a une phase de gain qui est possible, mais c'est plusieurs minutes après le stress. Et là, il parle d'un stress aigu et isolé. C'est sans doute très petit, c'est-à-dire petit, cortisol, puis facteur de croissance qui viennent plus loin. Donc c'est-à-dire, on connaît un stress, il y a la réponse face on connaît un stresseur, on rencontre un stresseur, il y a la réponse de stress, puis après il y a la croissance possible. Si le stress est très très fort, on peut avoir en réponse les hormones de croissance, une demi-heure plus tard, voire 1 heure plus tard, l'action des hormones sexuelles et du cortisol sur les tissus et les organes cibles, c'est-à-dire vraiment l'action anabolique. Et c'est pour ça qu'on sait que dans la pratique de la musculation, encore une fois, je vais prendre cet exemple-là parce que c'est le plus parlant, c'est le plus facile à comprendre, parce que c'est là où ça s'exprime le mieux, et c'est visuel en plus de prendre de la masse musculaire. C'est je vais à la salle de sport, je fais de la musculation, et après je sais qu'il y a quelques heures, qu'on appelle une espèce de fenêtre anabolique, qu'on croyait être très courte avant, mais en fait on se rend compte que c'est plusieurs heures, voire des journées, 24 heures quoi, où il y a cette réponse-là. Il y a les hormones de croissance sexuelle qui vont enfin arriver, en réponse, en rebond. Mais ce gain, cette hormèse possible, il faut lui donner la capacité d'advenir. C'est pas une garantie. Si vous continuez à stresser, si vous ne mangez pas adéquatement, si vous continuez à faire d'autres choses qui sont en fait des stresseurs, ça ne se passera pas. Donc les conséquences physiologiques immédiates, encore une fois, immédiates du stresseur. Et le stresseur, on se rappelle, il est aigu et il est isolé, dans ce cas-là, dans cette étude-là. Il n'est pas chronique et il est bien délimité. Alors que dans notre vie quotidienne, c'est un petit peu chroniquement là, et on a plein de stresseurs autour de nous, quoi. Il n'y en a pas qu'un seul qui est isolé. Donc cette information-là, ce qu'on est en train de dire dans ces études-là, évidemment, c'est de l'étude en laboratoire. Donc c'est
C'est très intéressant, mais il faut le remettre dans notre contexte à nous, hein, humains de 2023. Donc les conséquences physiologiques immédiates du stresseur seront donc, dans l'ordre chronologique, une augmentation du tonus cardiovasculaire. On comprend, le cœur bat plus vite, la vascularisation s'accélère. L'activation immunitaire, ça on connaît dans la méthode Wim Hof. Vous savez, Wim Hof, hyperventilation, noradrénaline, adrénaline qui s'active énormément, relâchage des lymphocytes, des globules blancs par le thymus, entre autres, et les organes lymphoïdes aussi. Ce qui fait que Wim Hof, il a pu combattre certaines toxines qui s'est injectées en laboratoire, etc. C'est comme ça qu'il a eu certains records, qu'il a fait certaines émissions de télé, parce que, voilà, grâce à sa méthode, il pouvait gérer ça. Donc, on dit que le stress est immunosuppresseur. Non, le stress chronique, le stress aigu et isolé, puissant, court, c'est d'abord l'activation immunitaire. Parce qu'on combat contre un pathogène, en tout cas contre un danger. Donc, le cœur s'accélère, le système immunitaire est mis en branle. La mobilisation des sources d'énergie, ok, on le sait bien, hein, il y a les différentes hormones, le cortisol, on remet du carburant dans le système. La réduction ou la disparition des potentialités sexuelles et reproductives, donc ça encore une fois, si on est en danger, c'est pas le moment de se reproduire, en gros. L'augmentation du flux sanguin cérébral, boum, ok. La perte d'appétit, ça coupe l'appétit sur le moment, et la prise en route des processus de consolidation mnésique, mémorisation, accent central sur l'hippocampe, et ça c'est hyper important. Parce qu'on peut voir que même dans un stress aigu isolé, on va mémoriser tout de suite que cette action-là, cette situation-là, ce stresseur, c'est un danger. Ce qui veut dire que vous développez des traumas très facilement, selon la situation. Si devant une situation, vous considérez que cette situation est une situation de danger, et encore une fois, quelqu'un qui fait de la varap, qui a l'habitude d'être exposé au vide, si vous le faites monter en haut d'une tour, il s'en fout, ça ne le traumatise pas. Il va visiter la tour Eiffel, le dernier étage, tout va bien, il en profite, c'est une super expérience pour lui, il en gardera un très bon souvenir. Maintenant, vous prenez un enfant qui n'a jamais eu une exposition au vide, à la hauteur. Et d'un seul coup, vous faites monter toute sa famille en haut de la tour Eiffel. Et là, il est avec sa mère. Et sa mère, elle a le vertige. Et elle crie « Oh, j'ai peur, etc. » Le vertige, elle se tient à la rambarde, elle a peur. Ouais, il y a 300 mètres de vide sous elle, elle a peur. L'enfant voit ça, il associe la hauteur, le vertige, c'est la peur, c'est un danger. Et bien tout de suite, même dans une situation aiguë, donc c'est-à-dire même pas chronique, il y a tout de suite une consolidation mnésique au niveau de l'hippocampe. Ça nous replace vraiment dans notre responsabilité de qu'est-ce que j'envoie comme information, qu'est-ce que j'inspire. Je suis jamais isolé. Je suis jamais... et c'est pour ça que cette phrase qui peut sembler de prime abord assez dure et assez crue du fait que la médiocrité est le plus haut taux d'égoïsme. La médiocrité et le plus haut taux d'égoïsme, ça veut dire justement que si vous vous permettez d'avoir une attitude médiocre, même sans le vouloir, vous allez influencer tout de suite la personne qui est autour de vous. Déjà vous-même, vous allez vous influencer, et votre propre image de vous-même va être dégradée, ça c'est clair. Mais vous allez influencer les gens qui vous entourent. Donc c'est égoïste. Si vous avez le choix évidemment, de ne pas faire tous ces moyens, de ne pas donner tous ces efforts pour enlever de son quotidien la médiocrité. Dans les faits, les transmissions CRH enclenchent les mécanismes biologiques et neuronaux de façon variable selon les différences individuelles et les processus d'évaluation. Par la suite, alors je vais reprendre cette phrase parce qu'elle est importante. Dans les faits, les transmissions CRH, donc les précurseurs du cortisol, enclenchent les mécanismes biologiques et neuronaux de façon variable selon les différences individuelles et les processus d'évaluation. Donc, encore une fois, il n'y a pas de phrase plus naturopathique que ça, c'est-à-dire selon le terrain de la personne, les différences individuelles, c'est le terrain. On a tous un terrain différent. Encore une fois, un enfant versus quelqu'un qui fait de la varap, complètement différent. Et les processus d'évaluation, c'est-à-dire que même à cette époque-là, on sait que l'idée qu'on se fait, comme disait Sénèque, on souffre plus par l'imagination que dans les faits, l'idée qu'on se fait des choses influence
fortement les transmissions du CRH, les mécanismes biologiques et neuronaux. Par la suite, le cortisol module en retour la libération du CRH. Okay, donc on le sait, boucle de rétrocontrôle, il y a du cortisol, le CRH, normalement, stop. Par une rétroaction négative. Selon l'intensité perçue et évaluée par le stresseur, selon l'intensité perçue et évaluée du stresseur, donc encore une fois, selon l'idée que vous en faites, le sujet perçoit immédiatement des modifications physiologiques périphériques, comme l'augmentation du rythme cardiaque, puis des analyses et réactions subjectives correspondant à ce que le sujet éprouve de l'événement avec une anxiété et ce qu'il va nommer stress. Ce n'est que près d'une demi-heure à 1 heure plus tard que le cortisol sera mesurable dans la salive. 30 à 1 heure plus tard, 30 minutes à 1 heure plus tard, vous vous rendez compte comme c'est loin. Quand on prend des analyses sanguines, tout ça, on est loin. Et là, c'est des analyses salivaires. Enfin bref. Les réactions psychobiologiques recouvreront plus ou moins vite l'équilibre, donc l'état d'équilibre, en raison de mécanismes relevant de l'homéostasie. Ça, on le sait bien. Le rôle physiologique du cortisol et de l'axe hypothalamo-hypophysaire est de contribuer à l'équilibre homéostatique, bien entendu. Le rôle physiologique de l'augmentation des glucominéralocorticoïdes, donc cortisol et aldostérone en particulier, lors du processus de stress, est de protéger contre toutes les réactions de défense activées par le stress, en les contrecarrant et en les empêchant d'aller au-delà des mécanismes homéostasiques. C'est-à-dire que c'est des garde-fous, quoi. On veut une réponse au stress, mais on ne veut pas que ce soit à notre propre détriment. On veut éteindre un début d'incendie dans la maison, mais on ne veut pas inonder la maison d'eau. C'est comme si les pompiers arrivaient avec un gros jet d'eau. Ouais, d'accord, votre jet d'eau, il est super, il va peut-être pouvoir éteindre la cuisine qui a pris feu, mais si en utilisant votre jet d'eau, vous cassez les murs et vous inondez la maison, finalement, on n'avait qu'à la laisser brûler, quoi. Donc voilà, c'est exactement ça. Ce sont des garde-fous. Il ne faut pas que ça dépasse les mécanismes d'homéostasie. En d'autres termes, ils ont un rôle permissif. Donc ils permettent, mais ils surveillent quand même, de préparer et amorcer les mécanismes de défense, suivi par un rôle suppresseur. Donc c'est très important ça, parce que vous voyez la chronologie du truc. Il y a un stress qui est connu dans le corps, vis-à-vis d'un stresseur externe. Le rôle des glucominéralocorticoïdes, ça va être d'abord d'amorcer la réponse de défense par rapport au stress, et de rapidement derrière rattraper le coup en disant « Attention, ok, on va éteindre l'incendie, mais il ne faut pas qu'on aille plus loin que ça. » Donc d'un côté c'est permissif, et puis d'un autre côté, ça limite les actions des mécanismes de défense. Néanmoins, si les stresseurs sont trop violents et durs, ces actions ne sont plus opérantes, et les pathologies apparaissent. Donc si le stresseur est trop violent, ou chroniquement trop souvent là, ça se produit plus. Il n'y a plus la rétroaction, et, ce système bien huilé fonctionne plus. Et donc là, c'est là où il y a l'apparition des pathologies. Il faut dissocier les effets aigus et chroniques d'un stresseur. C'est notre conclusion de ce chapitre.